Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le vendredi, nous sommes le 20 septembre 2019 et c'est la presse ce matin qui nous révèle qu'il serait possible une nouvelle revente de Eneo ou simplement une odeur de renationalisation est en train de sentir avec Eneo, puisque on voit très bien que l'enquête menée par Lucien Baudot de Mutation nous révèle d'ailleurs que de sources sûres depuis 2 mois qu'est évoquée l'idée d'une cession des actifs d'Actis. La partie camerounaise se prépare à toute éventualité. Ce qu'il faut signaler, c'est que dans cet article-là, Lucien Baudot nous renseigne que de sources sûres, l'entreprise prépare actuellement son traditionnel rapport annuel et l'on peut bien voir que l'édition 2018 devrait être publiée d'ici le mois d'octobre prochain, insuffisant pour assurer la partie camerounaise qui s'inquiète du rythme des investissements d'Actis, pas assez rapide à son goût, selon des sources bien introduites au sein du Sérail. En plus des retards décriés dans l'investissement, l'on dit s'inquiéter de la qualité globale des infrastructures de production et de distribution qui fragilise le réseau électrique, une inquiétude qui a grandi après l'incident, souvenez-vous, du poste de transformation BRGM de Mélène à Yaoundé, à l'origine, comme vous le savez également, de plusieurs jours de délestage à Yaoundé. Des sources révèlent que l'État du Cameroun est préoccupé par l'entretien des dites infrastructures qui présentent pour certaines des taux d'investissement et d'amortissement élevés, situation qui compromet, on va le dire comme ça avec beaucoup de courage ce matin, compromet totalement ce qu'on pourrait appeler ici ce matin le rendement optimal de cette entreprise aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, et on est en mesure de vous le confirmer avec ce que dit Lucien Baudot ce matin dans cet article qu'il a nommé le Rédéo d'Eneo, la partie camerounaise soupçonne ainsi le fonds d'investissement britannique d'avoir attendu la prolongation de sa concession simplement pour revendre ses parts à un meilleur prix. Dans l'avenant signé entre l'État du Cameroun et Eneo, il est prévu que le contrat puisse également prendre fin de manière anticipée d'un commun accord entre les deux parties, une option envisageable au regard du climat électrique actuel. Ce scénario ouvrirait alors la porte à 2 hypothèses, nous dit Lucien Baudot. La première étant l'arrivée d'un nouvel actionnaire qui reprendrait les parts d'Actis au sein d'Eneo, et puis la deuxième, sérieusement envisagée en haut lieu, c'est celle d'une renationalisation, comme dans le cas du service public de l'eau. Ceci au regard du caractère sensible du secteur et des impératifs de développement. Ceci pourrait impliquer une nouvelle mise à jour des textes réglementaires. Les paris sont donc ouverts pour voir si, évidemment, on va renationaliser ainsi cette entreprise qui est chargée de distribuer l'énergie électrique au Cameroun. On sait que la concession a été faite en 2001 avec AES et AES en son temps avait évidemment revendu ses parts à ce fonds d'investissement britannique qu'on appelle Actis. Actis qui par la suite a bénéficié d'un avenant puisque le contrat signé avec Eneo en 2001 courait sur 20 ans. Il y a eu un avenant qui a rallongé à 10 ans cette concession qui est censée se terminer en 2031. Mais pour l'instant, les parties, surtout le Cameroun, semblent se plaindre du faible niveau d'investissement et du cahier de charges que devait assurer Eneo. D'ailleurs, Eneo s'en défend et dit que chaque année depuis 2017, 2015, 2016, il y a eu de gros investissements à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, de 25 à 35 milliards de francs CFA chaque année. Mais pour l'heure, la partie camerounaise n'est pas satisfaite du travail qui a été fait. Et donc aujourd'hui, les rumeurs sont de plus en plus pressantes. Est-ce que Actis va revendre ses parts? Je rappelle
rappelle que Actis a 51% des parts dans cette entreprise et que le Cameroun a 44% et 5% revient au personnel. Donc on verra très bien comment tout cela se goupille dans les jours à venir, dans les mois à venir. En tout cas, c'est un secteur névralgique de souveraineté pour le Cameroun. Il est important qu'on fasse un peu comme on a fait avec l'eau, puisque l'État avait choisi de fusionner Camwater et CDE et retirer justement la concession aux Marocains. Est-ce que le Cameroun sera assez courageux pour retirer cette concession-là? On verra très bien, ou pour acheter les parts et renationaliser. Donc la question, elle est ouverte pour tout le monde. Bonjour à tous et à chacun. Merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. 10-12 le Zénith ce matin avec toute la grande équipe. D'abord vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre des Transports, monsieur Ernest Ngale Masenabi Bé. Alors, depuis quelques semaines, 3 semaines pour être exact, on assiste à la recrudescence des accidents qui semblent passer désormais inaperçus à vos yeux. Vous qui étiez un habitué sur le terrain, vous qui attendez les conclusions de constat. Constat amer pour nous autres, parce qu'on a l'impression que vous semblez être fatigué. Excellence, monsieur le ministre. N'y a-t-il pas lieu d'avoir la main dure? Permettez-nous de vous dire que les populations, mieux les usagers de la route, ont baptisé l'axe Douala-Yaoundé comme étant l'axe du sang. Voilà, le ministre des Transports, Ernest Ngale Bibeye, qui est donc allé au chevet des accidentés de l'accident hier sur l'axe Yaoundé-Douala, avec, comme vous le savez, les conséquences que l'on sait, les blessés, mais surtout de nombreuses victimes, des pertes en vies humaines. Voilà, monsieur, puisqu'on constate clairement que ce pays est en train d'aller à volo et que toutes les mesures qui ont été prises jusqu'ici pour assurer la sécurité routière ne sont pas au rendez-vous. On voit bien que les conducteurs ne respectent pas les limitations de vitesse. On rappelle que sur cet axe-là, entre Pouma et Edea et Angouei, là-bas, les panneaux sont clairs. On doit rouler à 60 km à l'heure, mais sauf que cette limitation de vitesse n'est pas respectée. On nous dit qu'il y a des radars sur la route, mais à quoi servent ces radars-là si ces radars ne permettent pas aux chauffeurs, aux conducteurs de respecter les limitations de vitesse et que l'on se retrouve sur un axe qui est une piste avec des chauffards qui font du rallye, qui font des courses de Formule 1. On voit également que ça pose un réel problème. On a dénoncé ici l'état vétuste des voitures. Est-ce que ces véhicules-là passent les visites techniques? On se pose bien la question ce matin puisque elle est centrale pour la préservation des vies humaines dans ce pays. Et on va d'ailleurs le dire aujourd'hui, cet axe-là, Douala-Yaoundé est devenu le mouroir avec l'axe Yaoundé-Bafoussam et Douala-Bafoussam, le triangle de la mort. Et depuis tellement d'années, on décrit tout cela, mais personne ne nous écoute, personne n'entend le cri des populations camerounaises qui meurent et qui perdent de la vie sur ces voies, sur ces pistes-là. Donc, monsieur Bachou Chalamel, on vous retrouve tout à l'heure à, on va dire, à 10h40. Ce sera pour votre chronique quotidienne, votre colère, la colère de Charlamel, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Qu'est devenu l'enseignant dans notre société ? On sait que dans le temps, l'enseignant était idolâtré par les élèves, par les jeunes et même par les parents eux-mêmes parce qu'ils voyaient en l'enseignant l'exemple même à suivre pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, il arrive que des enseignants soient battus, certains enfermés parce qu'ils ont dispensé des cours. Qu'est-ce qui se passe dans notre République? La question, elle se pose, mais personne n'arrive à trouver la bonne réponse. En tout cas, on aura l'occasion d'éplucher, permettez-moi le terme, d'éplucher cette thématique qui est prégnante pour que l'on comprenne clairement quels sont les enjeux en ces temps au Cameroun. Donc Karine Santia qu'on va retrouver à 11h08. Ce sera pour sa revue quotidienne, la revue des réseaux sociaux puisque ça bavade, ça parle beaucoup sur les plateformes digitales. Également sur le plateau ce matin, vous Bobo Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Deux choses ce matin. La première, Charlamel a commencé
faudrait peut-être passer de la prévention routière à la sécurité routière. Parce que la prévention routière ne peut pas nous empêcher de connaître des accidents. Il faut peut-être aller à la sécurité. Et nous nous rappelons également que en lançant ces campagnes de prévention routière et en faisant le bilan un an après, l'ancien secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, avait dit que la route avait apporté 2,5 milliards dans les caisses de l'État. C'est ce qu'on cherchait. Moi, je pense que non. On veut éviter les accidents, donc mieux vaut passer à la sécurité routière. La deuxième chose que nous voulons relever ce matin, M. Foposi Negou a introduit, il est également peut-être le moment de poser le problème de la renationalisation de notre secteur énergétique, notamment l'eau et l'électricité. Ce n'est pas un problème de revenir à cela. C'est bien, on ne peut pas confier l'énergie d'un pays entre les mains des privés, qui plus est des privés étrangers. Voilà. Il faudrait qu'on revoie. En tout cas, selon Mutation, en haut lieu actuellement, c'est l'option qui est privilégiée. On s'est rendu compte que ça a été une grosse erreur, une grossière erreur de privatiser la Sonel, et on veut revenir donc à Justement, cela. non seulement grosse erreur, on a perdu des sous. Le président de la République avait commis, d'abord il avait trouvé ça avec Aïdjo. Au moins là, c'est un point positif. Oui. Aïdjo avait demandé à Niat Ndifendi à l'époque de former, d'aller, de poser le compteur électrique dans tous les ménages au Cameroun, et la voie était donnée à cela, sauf qu'il n'est plus là. Mais lorsqu'on fête le 25e anniversaire de la Sonel en 99, la pente était bonne pour l'investissement, c'était très bien. La formation du personnel, il y en a aujourd'hui qui sont à la retraite, mais on les a abandonnés. On pourrait les appeler pour être des consultants. D'autres qui sont encore en service, ils ont été à EDF, Hydro-Québec et tout. Il y en a même un, s'il vous plaît, qui gère l'énergie électrique au Québec, que vous avez appelé dernièrement. On a dit que le câble souterrain ici était à Bonanjo, le gouverneur était resté près d'un mois dans le noir. Oui. C'est un Camerounais formé par la Sonel, et va le contribuable Cameroun, qui est en train de gérer les câbles souterrains à Québec depuis au moins... Au Canada. Oui, au Canada, depuis au moins 5 ans. Donc, la matière existe, les cerveaux sont là, les bras aussi. Donc, mais on a confié aux étrangers notre affaire. Tout à fait. Voilà, malheureusement. En tout cas, heureusement qu'il y a une forte odeur de renationalisation de Néo qui souffle sur Yaoundé, et c'est Mutation qui le dit ce matin avec une enquête, une brillante enquête de Lucien Baudot qui a titré le Rodéo de Néo. Le jeu de mots vaut son pesant d'or, madame, messieurs, ou son pesant de kilowatts. On dit quoi, kilowatt? Oui, kilowatt. De kilowatts, voilà. Merci. On va démarrer le programme de ce matin, madame, messieurs, avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Dominique Audrey Oyengelek est en place. Bonjour, madame, bienvenue. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Ça se voit. Voilà. Puisque vous allez aussi bien, François m'envoie vous demander comment est-ce qu'on justifie à sa femme qu'on a dormi dehors. Mais c'est le boulot. Non, il répond, on ne dort jamais dehors. Même peut-être les vigiles, quand ils sont en train de travailler, on ne dort jamais dehors. Ça peut être le boulot. Ah, d'accord. Bien sûr. L'homme peut avoir plusieurs maisons et choisir là où il dort à des nuits successives, mais il ne dort pas dehors. Ok. François m'envoie vous voir, vous, monsieur Foposi, Père Mbombok, et Charles Armel, parce qu'il ne sait pas comment rentrer chez lui. Il a besoin de conseils sur comment est-ce qu'il va justifier à sa femme qui s'est retrouvée dehors. L'histoire commence hier, aux environs de 16 h, dans un quartier de Yaoundé, à Mini-Ferme notamment, où François s'est retrouvé dans une buvette. Et il était assis dans un coin. Il a remarqué une dame. Oui. Une dame qui l'a flashé, comme on dit généralement. Il a essayé d'établir le contact avec la dame et le courant est passé. Donc la dame l'a provoqué. Non, elle était assise dans son coin et François allait lui compter fleurette. Ça s'est bien passé et ils se sont accordés sur la suite du programme, c'est-à-dire faire un tour à Ouaga, moyennant 5 000 francs CFA. Faire un tour où? À Ouaga. À voyager. Vous avez des termes, franchement. À voyager, si vous voulez. Ouais. À voyager. Donc, ils se sont déportés du côté d'une auberge. Une auberge. C'est ça, voyager? Oui. Qu'est-ce qu'on fait à l'auberge? On voyage, non?
On a parlé de cette Faire un tour à Ouaga. À Ouaga. Karine Sonti a pris cette... je ne peux pas oublier. Notez ça, je vous en prie. Alors que ce n'est pas le moment de faire ce parcours, là. Oui, bon, justement, de toute façon. Allez-y rapidement, oui. Donc, ils se sont entendus, ils sont arrivés à l'auberge et tout s'est bien passé. La jeune dame a brillé par sa maîtrise, son élasticité, sa sensualité, ce qui fait que François a atteint l'extase. Dès qu'elle a rempli son rôle, sa part du marché, elle a réclamé son dû. Au lieu de 5 000 francs, François lui en a donné 3 000. Elle lui a dit non, on s'est entendu. Tu es censé me donner 5 000 francs CFA, donc tu me les donnes et moi je m'en vais. Il lui dit non, pourquoi tu es pressé comme ça, je vais te donner, repartons encore. La femme donc se lance dans des préliminaires assidus. Elle a parcouru chaque recoin de son corps. Elle l'a baisoté, ainsi de suite. Et quand elle se retrouve nez à nez avec lui, elle lui a lancé un regard et elle a commencé à l'embrasser langoureusement. Pendant qu'elle l'embrassait, elle lui mordillait la langue inférieure. Tellement, à un moment, il dit qu'il a cru que c'était une tendance maso. Vous savez que voilà, il pensait que c'était toujours ça. Oui. Mais elle lui a mordu la lèvre inférieure, a tout arraché, elle a tout arraché et elle a craché le morceau à terre. Elle lui a dit, comme tu ne veux pas me donner mes 2000, prends ces 2000-là et tu vas te faire soigner. D'accord. François s'est retrouvé comme ça, il a fait des soins. Maintenant, il n'a pas pu rentrer chez lui. Comment il allait dire à sa femme que sa lèvre a été arrachée? Donc, il a pensé à dire qu'il a fait un accident, mais c'est quoi cet accident qui ne lui coupe que la lèvre? Donc, aujourd'hui, puisqu'on a 3 hommes sur le plateau, il est question que vous disiez à François ce qu'il va dire à sa femme. J'espère que ce n'est pas François Dikoumé, hein, parce que je vois très bien que ses lèvres sont toutes là. François Dikoumé. Hein. Malheureusement, voilà. On ne peut pas le voir. Les textateurs peuvent pas juger. Oui. Voilà. Ce sont la deux équipes techniques. Oui, d'accord. Oui, bah écoutez. Non, mais sincèrement, d'abord, baisoter veut dire quoi? De petits baisers. De petits baisers. Bon, vous le saviez ça? Non. Voilà. Mais c'est terrible quand même. Hein. Vraiment, cette émission... En langage bantou, on dit ça comment? Cette émission, je pense que cette émission commence à élever le niveau. Alors moi, sincèrement, j'ai juste envie de dire quelque chose quand même. Hein. On en rit, mais c'est très sérieux pour payer les 20 000 francs CFA. Et la dame en question a donc cravaté le monsieur. Quand vous regardez les images, c'est grave parce que le monsieur a été carrément déchiqueté. Elle voulait ces 20 000 francs CFA ou rien. Donc vous voyez que c'est une thématique qui est dans l'air du temps. D'abord, premier élément, il a rencontré une femme. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Dans une business. Cette femme est-elle une prostituée d'un genre nouveau? Ça veut dire qu'elle, au lieu de se placer au poteau, elle a choisi de jouer la femme normale, sereine, tout ça là, pour appâter, pour attirer donc des proies. Et cette prédatrice donc a réussi à prendre ce monsieur, et le monsieur en question s'est lancé dans un tourbillon qui est infernal. Le voilà désormais complètement, on va dire, au carrefour, perdu dans un carrefour. Donc, premier élément, c'est d'abord ça. Deuxième élément, c'est quand même ces hommes. Moi, j'ai dit l'autre jour sur ce plateau qu'il y a trop de sexe dans ce pays. On parle trop de sexe dans ce pays. Je trouve que si on continue comme ça, nous risquons d'être à la traîne de nombreuses années encore. Je dis si on continue comme ça, parce que nos concurrents sont en Corée du Sud. Ils sont au Nigeria. Ils sont au Japon. Mais l'ampleur de ça... Les gens sont obnubilés par ça. Les gens sont dans la jouissance permanente, la jouissance perpétuelle. On ne pense qu'à jouir, on ne pense qu'à se faire. Je dis, mais c'est grave. À quel moment ces gens-là pensent à ce qu'ils peuvent apporter dans la vie, à ce qu'ils peuvent faire? Tout à l'heure, avant qu'on monte sur ce plateau, j'ai eu dire qu'il y a une aînée qui a près de 60 enfants. Je veux dire, à un moment donné, quand même, sont raisonnables. Je veux dire, c'est quand même terrible. Je veux dire, le mal, le ver est dans le fruit. Si on ne prend pas garde, je vous assure, nous sommes en train de nous diriger vers une catastrophe nucléaire sexualisée. Donc, attention à tout cela. Alors, bon, Bégan, d'abord sur la condition de ce monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire et qu'est-ce qu'il doit faire? Non, il doit se rendre à l'hôpital. Il a le moyen, on essaie de voir. Apparemment, au Cameroun, il y a des chirurgiens
comme plasticiens ici, ils font la chirurgie plastique, on peut voir. Si a le moyen, il peut le faire. Donc, c'est un cas de malade qui est arrivé, il faut qu'il se soigne. Et soit maintenant, ça cause le problème à la maison, bien entendu, parce qu'il faut peut-être aller par étapes, les femmes entendent ça, non. Vous dites, madame, que vous avez fait un accident. Sur la bouche. Mais l'accident, ça peut faire sur la bouche, ça peut faire au pied. C'est un accident. Encore qu'on vous enlève la lèvre, vous ne pouvez pas vous exprimer normalement. Donc, vous souffrez d'abord. Ce n'est pas là. Est-ce que le mieux n'est pas de dire la vérité? Tout simplement. Le mieux, c'est de se soigner d'abord. Oui, et de dire la vérité. Après, ça viendra après. Le problème, l'homme est victime de ce que le renouveau a apporté dans ce pays. Il y a 4 choses. Il y a le sexe, vous l'avez dit. Il y a la boisson, il y a le football et les églises. Maintenant, quand on est victime de ces choses-là, ces problèmes dépassent le cadre familial. En fait, moi, je ne pose pas ça comme si l'homme et sa femme vont bon, puisqu'ils peuvent, la femme peut décider de partir. Le problème va demeurer. Le problème va demeurer. Donc, je ne le prends pas seulement au niveau où le couple sera disloqué, les hommes sont ceci, sont cela. Je dirais donc que même les femmes, elles sont adaptées. Il y a des femmes qu'on appelle les croqueuses de diamants. Les croqueuses de diamants ne se tiennent pas dans les femmes, ne vont pas au quartier d'Inkane ou non, elles ont développé des tactiques. Il faut être vraiment un homme aguerri pour ne pas tomber dans ces choses-là. Mais il faut savoir qu'il y a 4 fléaux sociaux au Cameroun. Méfiez-vous des églises, méfiez-vous des femmes, méfiez-vous de l'alcool, méfiez-vous du football. Beaucoup de gens ont envoyé les enfants. Du sexe, pas de la femme. En fait, oui, c'est vrai, mais merci la femme, du sexe, voilà. Est-ce qu'on peut dissocier la femme du sexe? Oui, méfiez-vous du sexe. Du sexe de la femme. Non, oui, même si vous voulez. De l'acte en réalité. Parce que c'est ça qui est devenu... Les femmes, c'est des panthères. Elles vous enragent parce que... Non, pas toutes les femmes. Bon, on va dire toutes les femmes. J'ai dit la femme, quand elle vous connaît 6 mois après, pourquoi elle vous connaît? J'ai dit toutes les femmes. D'accord. Même si vous qui êtes chrétien, vous savez ce que c'est que Ève. Apparemment, bon, Adam a vécu seul, non? Vous qui êtes chrétien. Mais bon. Donc, la femme, l'homme a été piégé. Il est tombé. Heureusement. Et qui dit que ce n'est même pas sa femme? Parce qu'il y a des gens comme ça, ils se disent que bon, mon mari sort souvent, on monte quelqu'un pour dire qu'on va voir ce qui va lui arriver. Mais cette émission a un fort caractère éducatif. Donc là, l'homme... Est-ce qu'il y a ces hommes? Je dis, je commence par là parce que ça me touche particulièrement et je vois comment les hommes se délitent, se détruisent au quotidien. C'est une autodestruction de la masculinité. Il y a des hommes qui ne résistent pas à certaines choses, à la boisson, aux femmes, à tout ce qu'ils trouvent, qui croient qu'ils doivent sauter sur tout ce qui bouge. C'est un réel problème, on doit cesser la saignée. C'est devenu une institution, c'est là, j'ai dit, cet homme a perdu la lèvre, mais il y en a qui meurent. Il y en a qui apportent la malédiction au sein de la famille. Les femmes portent, j'ai dit dans toutes les femmes, même Ève, à partir de Ève, vous voyez, les femmes portent en elles les ovules mystiques. Vous sortez une femme, vous avez pris la malédiction toute votre vie. Donc c'est à vous de savoir comment ça se fait. Regardez même, regardez d'abord sur le plan médical. On nous apprend que la femme peut traîner une maladie vénérienne sans le savoir. Voilà, il faudrait qu'elle ait des relations intimes pour que l'homme puisse lui dire tu es dans telle situation. C'est donc ça la femme. Et ça, la femme, ça veut dire qu'en fait, vous ne la connaîtrez jamais. Elle reste un mystère, la femme. C'est pour cette raison que je suis dans votre suite. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire que de tomber comme ça sur les charmes d'une femme parce qu'on a dit, elle a flashé. Parce que c'est ce terme-là. Bon. Il a flashé. Il a flashé. Je n'avais jamais... J'entends ça, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais ils étaient dans la voiture et voilà, quelqu'un a flashé, comme on dit souvent, pour essayer de vitesse. Donc vous voyez... D'accord, on s'est compris. Alors, Charles Hamel, je soupçonne que vous preniez un angle original encore ce matin. Je me dis que vous iriez jusqu'à peut-être tenser
l'épouse de ce monsieur qui, pour vous, ne sait pas bien faire l'amour et qui pousse son homme dehors. C'est ça votre lit ce matin? Vous pensez que la faute devait être qui? Non, C'est mais sa femme? sérieusement, monsieur Bati, vous ne pouvez pas dire ça. C'est sa femme. Qui? J'ai dit c'est sa femme. Laissez-moi d'abord. J'ai dit c'est sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle la coupable. Qui a convenu du prix? J'ai dit c'est elle la coupable. Ah, c'est ça. Un homme hyper satisfait ne s'en va pas dehors. Vous mettez quoi dans cette histoire? Il faut satisfaire vos gars et vos maris. Oui. Donnez jusqu'à ce qu'il dit, ah, je suis mort, oui. Donnez. Vous faites la joie des J'ai hommes. dit, je n'ai pas besoin de faire la joie. Vous pensez qu'on vit avec la femme, pourquoi? Non, on Pour dote. faire les mathématiques. Non, Charles Lamel, qu'est-ce qu'on Ah, dote? d'accord. Quand on part doter, on dote quoi? Une épouse, une compagne, Non. pas une machine. Non, hein. on dote justement la consommation du mariage. Et maintenant, vous pleurez Sans, comme les sans autres, là. Donc, modération. Donc, parce C'est ça. que cet homme visiblement a été ébahi, surpris par les besotteries, les braques de Ouaga. non, monsieur Eric Fopoussi, Il s'est écrié avait 50 ans dans le mois. le Tripitaka précise désir, action, satisfaction. C'est 3 points. Lorsqu'il y a désir, il y a manque, absence, frustration, projection et abandon. Je désire ce que je n'ai pas. Oh, je suis marié. Voilà un homme qui désire ce qu'il n'a pas. Parce qu'il n'est pas marié, Dominique Odo Yengele. Merci. Ah oui. Voilà un homme qui rentre et dit, le matin, il dit à sa femme, mais vraiment, quand tu vois comme ça, on dit quoi? Elle dit, non, non, je fais mon jeûne. Elle est bien jeune. Manu. Moi qui ne jeûne pas, je vais m'amuser dehors. Oui. N'ayons pas froid aux yeux, disons la vérité. Si vous voulez refuser le sexe à votre mari, jouez votre jeu, c'est votre jeu, vous êtes dans votre game. Lui aussi, quand il sort, il devient le player. You are the game, I'm the player. C'est ça le principe du jeu. Ne pensez pas que quand vous allez dire à quelqu'un, je suis comme ça, vous allez faire, oui, sur le coup, ça va casser. Il y a des femmes, les hommes souffrent de sexe dans les foyers. Les femmes ont développé ce qu'on appelle l'économie du sexe. Je te donne que tu me donnes quoi dans la maison. Ah, laisse-moi. Vous riez parce que vous savez. Elle se rappelle, c'est ce qu'elle a fait. Hein? Je vous dis. Je te donne même que ça va te faire quoi. Depuis même que tu prends la ça, t'en quoi. Voilà des expressions frustratives que les hommes écoutent, monsieur Rifo. Dansez-vous, monsieur Mathieu. Je reste dans Mais ouais, c'est l'histoire. Je reste dans l'histoire. Justement, voilà. Vous savez, des hommes qui disent, mais chérie, physiologiquement, ça ne va pas. Elle dit, je ne suis pas encore prête. Ce que tu m'as fait hier en ne me donnant pas l'argent m'a brutalisé le cerveau. Je ne suis pas prête. S'il te plaît, supporte, on verra ça le soir. Donc, physiologiquement, je suis dans un état, vous me demandez de reprogrammer mon état émotif, émotionnel le soir. Donc, voilà dans la situation, monsieur, il faut possible, dans laquelle on se retrouve. C'est un homme qui a des problèmes. Son foyer ne marche pas. Je vous assure que si on se lève là matin, on dit bon, un juge se lève, ou même le responsable de la Cour suprême là se lève pour dire à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont mariés monogames, vous avez 24 heures et il y a possibilité de changer en polygamie. Vous allez voir les rangs qui vont arriver jusqu'à Bonabéry. Chacun va tenir que j'étais dans l'affaire là. Bah toi, oui. Ça ne va pas, monsieur Rifopoussi. La conséquence, c'est quoi? C'est le sexe. Une relation où il n'y a pas de sexe est une relation morte. C'est le sexe qui fait la vie de la relation. C'est la preuve. La femme n'est véritablement amoureuse qu'après le premier rapport sexuel. Ah oui, monsieur Rifopoussi, ça, c'est bantou, ça. C'est vrai, ça? Oui, la femme est véritablement amoureuse qu'après le premier rapport sexuel. C'est là où vous savez qu'elle est avec vous. Donc, quand ça n'arrive pas, vous vous posez toutes les questions. Vous observez, vous ne parlez pas. Vous essayez de discuter, de dialoguer. Voilà. D'autres choses. Monsieur, il faut dire aux hommes qu'on n'embrasse pas, on ne donne pas sa bouche à n'importe qui. Oui, monsieur, il faut pousser. On ne donne pas la bouche. La bouche que vous voyez porte le plus important fluide de la vie. Même la prostituée n'embrasse pas n'importe qui. La bouche est réservée à son homme.
On ne donne pas sa bouche à n'importe qui. La preuve, pour qu'une femme embrasse un homme, il faut être sûr qu'elle aime. Parce que le premier rapport sexuel de la vie est buccal. C'est pour ça qu'on interdit à certains parents de faire le bisou à leurs enfants sur la bouche. Parce que le premier rapport sexuel est buccal, monsieur Rifopoussi. Il faut qu'ils le savent. Il rencontre une prostituée. Il donne ses lèvres, sa langue, tout là, avec sa salive. Et si c'est une prostituée qui partage comme ça, voilà un bon bokdi. Les femmes portent des opus mystiques. Cet homme est littéralement coupable d'avoir donné le seul objet de son mal à la bouche. La parole. Tout ce qui sort là, c'est la bouche, monsieur Rifopoussi. Il est excessivement coupable, et je termine par là, monsieur Rifopoussi. Un bantou qui, à la fin de sa vie, n'a que 60 enfants, aura passé sa vie à ne rien faire sur terre. Vous répondez à qui? Je réponds à votre question d'un aîné qui a 60 enfants. C'est bon ce mot. J'apprécie. J'avoue, j'apprécierai beaucoup plus tard. Allez-y, Karine, vous avez la parole. Moi, j'aime quand un homme peut être traité de la sorte parfois. C'est-à-dire qu'il a été joué, il a été dribblé, il a été taclé et il a même perdu. Donc, il a été amputé dans son propre jeu. Et ça, c'est une histoire qui permettra à beaucoup d'hommes qui payent monnaie pour du sexe à apprendre à garder la braguette dans le sac, vraiment. Ça ne sert à rien de se balader avec. En même temps, vous ramenez les maladies à la maison, en même temps, vous ramenez vos malédictions à la maison parce que vous ne pouvez pas la garder dans votre pantalon. Ça vous donne quoi à chaque fois? Et parfois, vous ne triez même pas pour 5 000 francs et tu n'arrives même pas à payer. C'est grave, ça. Il se balade, il prend sa bière, il voit une femme, belle ou pas, il accepte, il y va et maintenant, il n'arrive même pas à payer. Ça, c'est quel genre d'homme, ça? Même si ta femme fait n'importe quoi, tu n'arrives pas à payer une prostituée que toi-même tu as cherché. Il est quel genre? Donc, ça, c'est le genre d'homme que, même à la maison, là, il ne donne pas l'argent de ration, il ne paye pas l'école des enfants, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas les factures d'eau. Lui, c'est un passager. Quand il arrive chez lui, il est de passage. Non, le jour où il ne consomme pas, il passe. Parce que je suis sûre que ses enfants ne le voient même pas. Il arrive en route. Même si la fille t'a donné n'importe quoi, papa, tu dis non, je vais donner non, essayons encore. Tu as vu ce que ça fait, tu as vu. La prochaine, je ne vais pas le dire parce que je suis un peu cadrée. Alors, par rapport à cette histoire, il y a des gens qui font des choses et ne mesurent pas la gravité de cela. Et comment tu vas faire? Et dis que si c'est moi ta femme, tu sais ce que je vais faire? Chaque fois que je vais préparer, même si c'est la banane, madame, je vais tout faire pour écraser la tienne. Parce que tu n'as plus de lèvres, tu vas faire comment? Tu vas manger ça comme ça. Il faut arrêter de vous balader avec votre recette. Non, il doit arrêter. Les hommes doivent arrêter. Soit tu es polygame, soit tu ne l'es pas. Parce que c'est un homme, il est un sous-homme. On n'a pas dit qu'elle est malade. Qu'il arrête ça. Il est un sous-homme. On n'a pas dit qu'elle est non, mais non. Vous avez parlé de mysticisme et tout. Moi, je m'arrête la maladie. Je ne vais pas arriver là. Parce qu'on n'a pas dit que cette femme est une sorcière. On s'arrête là. Par rapport à cette histoire, cet homme, il est tout. Sauf un homme, sauf un père, sauf un mari. Sauf quelqu'un qu'on peut appeler monsieur parce qu'il n'en est pas un. Et là maintenant, elle ne l'a jamais fait. Il ne nous a même pas dit dans l'histoire que je suis partie pour avoir un peu de répit dans l'histoire, pour que Dominique puisse dire que nous avons même pitié de lui. Il n'a même pas dit que sa femme a fait ci. Il a dit, je vais faire comment pour dire. Donc c'est maintenant que tu sais qu'elle existe. On n'a pas croqué l'endroit où il fallait qu'elle croque. C'est pas la lèvre qu'elle devait croquer. Je crois qu'on n'est pas en train de donner un cours sur comment amputer son mari ou rendre... Ce n'est pas son mari. C'est un client. C'est un client, pas mari. Je dis non, c'est pas sérieux. Quelqu'un vous payez. C'est comme ça. Ce n'est pas la lèvre que tu devais couper, maman. C'est autre chose. Là, il devait bien expliquer à sa femme. Aujourd'hui, les hommes, que vous donniez, que vous sexiez avec votre mari ou pas, ils auront toujours une raison d'aller voir ailleurs. Et soit c'est une prostituée, soit c'est la voisine, soit même c'est votre cousine. Le jour où tu innoves, même il te demande si tu es allé chercher. Je vous fais à manger. Je nettoie votre maison. Je fais votre lessive. Je fais à manger. Attendez, vous pensez que toute la journée, là, moi, je ne fais rien pour que quand tu rentres du travail, tu montes seulement. Je suis aussi fatiguée.
Il y a des jours où je ne peux pas. Dans la disponibilité, là, tu vas seulement aller chez les prostituées parce qu'elles ne sont pas des femmes à plein temps. Les femmes à la maison ont des activités. Elles sont fatiguées. On ne peut pas sexer tous les jours parce que vous avez doté. Et les dots, là, même, vous vous plaignez même. Parce que vous n'arrivez même pas au prix. À côté de ça, ils estiment qu'il y en a pour tous les goûts. C'est vrai. Mais vous êtes toujours les mêmes personnes qui disent que... qui disent que... Ce sont toujours les hommes qui disent que la femme, c'est la femme. Si la femme, c'est la femme, pourquoi vouloir aujourd'hui aller prendre une fille qui fait ça en route, alors que c'est la même chose que vous avez à la maison? Vous, les hommes, vous dites que les femmes de la rue ne font pas de jalousie. On n'est pas jaloux de ce qu'on n'aime pas. Elle est en train de faire le commerce. Pourquoi vous voulez qu'elle vous fasse de la jalousie? Je suis ta femme et je ne veux pas te partager. Je ne veux pas voir une femme à côté de toi. C'est normal que je sois jalouse. C'est normal. Il n'y a donc aucune raison que vous vous retrouviez en train d'aller acheter les fesses en route. Moi, ta femme à la maison, quand tu vas rentrer, soit tu pars, soit je pars. Parce que je ne sais pas ce que tu vas me ramener là-bas. Peut-être tu es malade, on ne sait même pas si tu t'es protégé. Parce que si on s'en tient même à comment tu penses dans ta tête, je doute que tu te sois protégé. Et je suis d'accord avec Karine qui estime que tu es tout sauf un homme. Parce qu'un homme, ça n'achète pas le sexe. Tu es doté, tu as une femme à la maison. Faites tout. Vous estimez que les prostituées sont polyvalentes. Si toi, tu maîtrises ce que c'est qu'un rapport sexuel qui peut t'amener à l'extase, dis à ta femme comment faire. Parce que le rapport sexuel, en même temps, on communique. On dit à son partenaire, j'aimerais que tu fasses ceci, je voudrais qu'on essaye cela. C'est ça, le rapport sexuel. D'accord. Merci. Je pense qu'après ce cours magistral, on a pris des notes. Moi particulièrement, j'ai pris... Je peux continuer hein? Non, en off avec vous, bien sûr. À vous donner des cours, si vous voulez. Là, pour le coup, votre proposition, elle est un peu tendancieuse. Alors, madame, monsieur, on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la sous-utilisation du budget d'investissement public dans ce pays, rendu encore à un autre trimestre. Chaque année, c'est devenu un bis repetita. Sous-consommation du budget au premier trimestre, sous-consommation du budget au deuxième trimestre, sous-consommation du budget. Comment faire pour établir, pour amener à la bonne consommation des budgets d'investissement public? Voilà des séminaires, voilà la redondance de ce qu'on vit chaque année à la fin de l'exercice budgétaire dans ce pays. Comment comprendre que depuis la création du ministère des marchés publics, l'exécution des marchés publics au sein de l'État soit devenue un cauchemar? Pourquoi avoir créé en premier lieu le ministère des marchés publics alors que le Cameroun conserve encore l'agence de réglementation pour les marchés publics? Comment comprendre le fait que les fins limiers de la finance de ce pays ne se sont pas rendus que la sous-consommation du budget est en effet une aberration pour un État considéré comme pauvre et lourdement endetté? Est-ce dû aux planificateurs du développement dans le pays ou aux députés et sénateurs qui votent des lois sans réfléchir aux conséquences? Les agents de l'État appelés à exécuter les projets d'investissement public sont-ils inefficaces? Ou est-ce que c'est la lourdeur de l'architecture administrative du gouvernement qui ralentit l'exécution des budgets d'investissement? L'indiscipline budgétaire, il faut le dire, est de mise au Cameroun. Comment comprendre que depuis plusieurs années maintenant, le Cameroun soit confronté à une sous-utilisation grave et considérable de son budget d'investissement public? Les projets dits BIP. Comment comprendre le fait que les fonds alloués à l'investissement public au Cameroun ont été curieusement sous-utilisés alors que l'État peine sous le fardeau de graves problèmes de développement et d'infrastructures? Projet paru dans les journaux
d'investissement public, accepté, validé et apprécié, mais sur le terrain, rien. Rien n'est observable, sinon qu'un léger début et après tout s'arrête. Savez-vous qu'en 2013, le taux d'exécution a été plus faible en raison de la mise en place d'un système de budget dont le modus operandi n'a pas été bien compris par de nombreux agents de l'État. Savez-vous que de nombreux experts en développement et à l'étranger sont en effet perplexes quant à la façon avec laquelle le Cameroun gère ses projets BIP? Savez-vous qu'approcher certains agents de l'État se disent que ces projets BIP sont en fait des pièges qui ne conduira à la fin que dans les cellules, disent-ils, de Kondengui ou de Nebel. Comment comprendre le fait pour l'État de n'avoir pas formé suffisamment les opérateurs budgétaires au système du budget nouvellement introduit avant de le rendre opérationnel? Comment comprendre le fait pour les membres de l'Assemblée nationale de ne pas réfléchir davantage sur certains projets de loi avant de les transformer en loi? Comment comprendre que le Cameroun soit une particularité planétaire, dans ce sens que dans les BIP, l'argent destiné à une ligne a été renvoyé à une autre ligne, de même des crédits préalablement destinés à une activité a été affecté à une autre activité sans que cela ne transparaisse nulle part. C'est du bouche à oreille. Prenez-la, envoyez-la. Prenez-la, allez gérer-la. Prenez-la et battez-vous pour que ceci ou cela apparaisse. On est allé jusqu'à nous dire que certains budgets ont été détournés pour l'aménagement de certains axes routiers dans certaines zones. On est allé jusqu'à nous dire que pour des projets de campagne électorale, certains projets BIP ont été modifiés, ont été détournés parce que les élites du coin, parce que les autorités administratives du pays allaient procéder à un lancement. On détourne des lignes, on va les recréer ailleurs. Le budget de fonctionnement de l'État du Cameroun perd de plus en plus de sa graisse au profit du budget d'investissement public. Comment comprendre que le budget d'investissement public connaît des problèmes d'exécution encore au Cameroun? La sous-consommation des crédits alloués aux investissements est en deçà des prévisions au Cameroun. On en parle depuis longtemps sans que cela ne change véritablement grand-chose et finalement, on se plaît. Savez-vous que les projets inscrits au BIP, malgré les ressources disponibles, n'arrivent pas à faire reculer la pauvreté dans le pays? Pire, les chantiers abandonnés financés sur fonds publics sont légion. Du reste, l'exécution des projets BIP connaît depuis plusieurs exercices, sinon quelques exercices, des problèmes de suivi. Sur le plan de l'exécution physique, on observe un manque d'efficacité dans la gestion des projets et les projets non réalisés. Les chantiers entamés puis abandonnés se multiplient pour le gouvernement qui n'a qu'une seule chose, prendre ici, mettre là-bas, prendre là-bas, ajouter un peu ici, et c'est bien. Et on applaudit, même si à la fin, on dit encore, il y a eu sous-consommation dans le budget d'investissement public. Le contraste est prégnant, est visible, est fort éloquent sur ces deux volets de la dépense publique, puisqu'il y a le budget de fonctionnement qu'il faut clairement distinguer du budget d'investissement. Alors, on a plusieurs fois entendu la maturation des projets. D'ailleurs, le Cameroun, en la matière, est à un classement tout à fait regrettable. C'est que vous parlez de maturation de projets. Pourquoi certains projets d'investissement ne sont pas réalisés? Pourquoi certains projets ne bénéficient pas finalement du décaissement des fonds alloués au départ? On vous dit qu'il y a des projets qui sont pensés, mais dont la maturation n'est pas bonne d'ailleurs. Donc, je suis souvent surpris que nous ayons autant de compétences, autant de connaissances, autant de personnes qui maîtrisent beaucoup de choses et que lorsqu'il arrive qu'il faille construire une infrastructure ou faire un investissement pour construire une route, que l'écriture du projet, la conception du projet ne soit pas totalement fait dans les règles de l'art, de manière à ce que facilement l'on puisse décaisser les fonds alloués à cela. C'est pourquoi on arrive à des projets qui prennent du temps, qui prennent du temps. D'ailleurs, lorsqu'on regarde encore, lorsqu'on écoute le directeur de la caisse autonome d'amortissement, lorsqu'il parle justement de cette maturation des projets et de l'argent qui traîne dans les caisses de la caisse autonome d'amortissement, parce que les projets qui sont censés bénéficier de ces décaissements-là ne sont pas en maturation.
on a juste envie de se dire, mais qu'est-ce qui arrive à ce pays? Il y a également, au-delà de cette maturation des projets, et Charles Lamel, vous l'avez dit, il y a cette manie que beaucoup de gens ont justement à faire des jonglages dans l'argent public, et ça pose également un réel problème. Alors bon, Robingan, quelle est votre analyse? Non, je pense qu'il y a deux problèmes fondamentaux qui encadrent ça. Le premier problème, c'est que nous sommes dans un système qui sécrète, entretient et développe la corruption. Deuxième chose, il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'État. Il n'y en a pas. Et le peu d'argent qu'il y a, on les consacre au budget de fonctionnement. Il faut acheter le matériel, il faut... Et l'investissement... Pour financer l'investissement, on fait recours à l'endettement. Voilà les deux choses. Maintenant, pour le premier volet, système qui sécrète la corruption, il était écrit dans toutes les lois de finances à l'époque où l'investissement, parce qu'à la fin de l'exercice, il devait rester quelque chose dans les caisses pour qu'on lui donne son pourcentage. Et il y avait des situations comme ça. C'est ça qui a développé dans la corruption dans notre pays. D'ailleurs, il avait dénoncé ça lui-même au congrès de Bafoussam en 1980, en février 1980. C'est la première fois où il parlait de la moralisation des comportements dans les affaires. La deuxième chose, c'est que le Cameroun, ayant bouffé toutes les réserves qu'il avait, parce que si vous lisez le livre de notre confrère Paul Tidga, il est journaliste, il est directeur de publication du journal Afrique Éducation. Il a commis un ouvrage en 1991, Ouverture démocratique en Afrique noire francophone, point d'interrogation. Le chapitre concernant le Cameroun, il a dit, par exemple, que Ahidjo avait laissé 900 milliards dans un compte bloqué en Suisse et que cet argent a été dilapidé. Bon, il n'y a jamais eu de démenti, donc je prends ce qu'il a dit pour argent comptant. Donc, après avoir détourné les 900 milliards qui étaient au nom du président de la République en caisse en Suisse, on s'est lancé dans une espèce de détournement tout azimut dans notre pays, le FOGAP, jamais qui n'existait plus, on y met de l'argent, les gens détournent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on est arrivé à ce moment où on est obligé de s'endetter. Lorsque vous vous endettez, on dit toujours la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, quand vous vous endettez, et c'est ce que je disais Charles Lamel tout à l'heure, on a procédé par l'unicité des caisses. Donc, il faut que l'argent arrive à un endroit, on commence à chercher. Mais là, c'est une gestion, j'allais dire, opaque, mais j'allais dire une gestion comme si on était dans une boutique. C'est pas même mais est-ce qu'il y a aussi un peu de paresse dans ça, parce que les gens consomment volontiers les budgets de fonctionnement, mais lorsqu'il faut maintenant consommer les budgets d'investissement, là il n'y a plus personne. Et il n'y a pas d'argent, c'est ce qu'on refuse de dire. Regardez ce que le ministre Il y a quand même l'argent pour le fonctionnement. Oui, le peu d'argent qu'il y a, on envoie pour le fonctionnement. Oui. Pour le fonctionnement, c'était parce qu'il faudrait qu'on ait des rames de papier, des sites et autre chose, y compris les salaires. Oui, absolument. Et comme c'est eux qui gèrent encore ces trucs-là, les 4-8, tout ça, bon, vous écoutez bien les propos, la sortie du ministère du ministre, M. Nganou Djoumessi, lorsqu'il était. Il dit, qui vous a confié ce marché? Vous avez les Chinois qui sont là, Arab Contractor, c'est des noms de Dieu. Ils viennent avec l'argent. Quand ils demandent l'argent, ce qui s'est passé avec le pont de Douala. Ambassala était obligé de désigner que l'appel d'offres est infructueuse. Parce que la coopération française a dit, c'est nous qui avons donné l'argent, nous prenons. Donc, vous dites qu'il n'y a pas l'argent. Vous avez suivi comme nous les propos du directeur de la caisse. Oui, c'est là, donc il leur a dit, il n'y a pas d'argent, c'est la conséquence qu'il a prononcée là. C'est que les gens sont habitués à détourner. Et même le peu qu'on leur donne, on sait que nous, on avait prévu ceci pour la route de Ngaoundéré-Garoua, la nationale numéro 1. Bon, on dit que ça peut encore tenir pour 6 mois. Donc, comme le chef de l'État veut voyager dans 2 mois là, essayons de voir au niveau de Ouaza. La route n'était pas bonne. Bon, on traverse comme ça et justement, ça aboutit donc à ce que dénonce le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, c'est que les projets ne sont même pas bien ficelés. Donc, tout c'est à l'emporte-pièce. Donc, même le montage pour décaisser cet argent
arrive. Voilà, c'est un réel problème. Oui, c'est un réel problème. Même le fonds CD2, lorsque la France annule sa dette au Cameroun, elle dit, cet argent est logé à la BEAC. Mais il faut des projets, il faut monter des projets, et le gouvernement n'arrive pas à monter le projet. C'est encore la même coopération française qui monte des projets, qui vous dit, bon, je vous donne 400 milliards, mais c'est destiné aux communes. Voilà. Voilà, donc en fait, nous sommes dans cette embrouillamini. D'accord. Un mot avec vous, Dominique Audrey, sur cette sous-consommation des budgets d'investissement qui se généralise au Cameroun. La question des budgets d'investissement public au Cameroun pose le problème de la de l'application et la mise en œuvre des projets annoncés qui visent en gros à pousser la croissance du Cameroun. Ça passe par tous les secteurs, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, des travaux publics et autres. Moi, je suis allée chercher en 2017 où on a parlé à l'extrême nord d'un tronçon qu'on devait réaliser entre Mora et Maroua, par exemple. Ce n'est que le 19 juillet 2019 que le ministre est allé sur le terrain et on a parlé de 20 km de route sur tout le tronçon qui devait être fait. Moi, ça m'a posé un réel problème parce que ça fait quasiment 2 ans, sensiblement 2 ans que le projet aurait dû être fait. Ce retard fait qu'on ne va aller nulle part considérablement parce que si vous allez sur ce plan, on va vous dire qu'il faut deux écoles ici. Ce n'est pas fait. Il faut mettre l'eau ici. Ce n'est pas fait. Il faut les forages et autres. Mais l'argent, entre guillemets, est disponible pour ça. Ça fait qu'on doit tout remettre en question. Oui. Tout remettre en question. On ne peut véritablement pas évoluer dans cet environnement-là. Donc, il faudrait que les choses soient véritablement faites pour qu'on puisse avoir la croissance. On a parlé de la CAN depuis 2017. On avait prévu les infrastructures pour la CAN. En 2019 encore, on en parle avec l'hypothèse d'un Stade Olembe qui ne serait pas prêt pour la compétition à venir. D'accord. Je rappelle qu'un budget de l'État, comme tout budget, s'équilibre en recettes et en dépenses. Donc, si vous nous ramenez l'hypothèse qui veut qu'il n'y ait pas d'argent, je me pose bien des questions. Tous les prêts que nous contractons, parce que la ligne des recettes est claire. Et chaque fois, d'ailleurs, c'est le gouvernement qui se vante que, par exemple, sur la ligne des recettes fiscales, par exemple, on a fait plus que prévu. Ouais. Généralement, on se vante que non. L'État attendait tel montant, mais finalement, au premier semestre, nous sommes plus hauts que ça. Même chose pour les recettes douanières, pétrolières et pour les dettes qu'on contacte tous les jours. Donc finalement, on va nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Il faut qu'on nous dise où va l'argent pour que les gens nous fassent ces entourloupes-là. On va s'arrêter, madame, monsieur, là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous puisque l'émission se poursuit dans quelques instants. À tout de suite. L'élite de ce vendredi 20 septembre 2019. Rappelons que les avocats avaient décidé de la non-fréquentation des tribunaux et du non-port de la robe. Donc normalement l'opération était censée se terminer ce vendredi puisqu'elle a commencé lundi dernier, le 16 septembre 2019. Mais il faut dire que hier, on a cette avocate qui est également députée de la Nation, Maître Faustine Fotso Kamdem, qui a décidé, elle, de se désolidariser du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun. Et donc hier, elle a choisi de porter sa robe et de fréquenter les tribunaux pour justement se désolidariser de cette opération lancée par le barreau du Cameroun. Je rappelle qu'elle est également députée de la Nation et on pourrait d'ailleurs s'interroger, est-ce que le fait qu'elle soit députée n'est pas incompatible avec la profession d'avocat, puisque la loi de 90 et le fameux article 6 est clair sur les incompatibilités. Donc il faut que dans ce pays que les gens commencent à respecter nos lois, sinon ça commence à être compliqué. Et donc c'est ces personnes-là qui ne respectent pas les lois qui aujourd'hui donc se mettent au devant de la scène. Je rappelle qu'elle est députée RDPC dans le conquis. Et il faut le dire, donc Maître Faustine Fotso Kamdem, voilà, qui a donc décidé de se désolidariser de ce mouvement oui, de vous colère. Permettez en une seconde. Oui. Elle est députée, ça veut dire qu'elle participe au vote des lois. Voilà. Moi, je souhaite que le Conseil de l'Ordre engrange une procédure disciplinaire contre elle. Comme elle veut qu'on parle d'elle, il faut donc qu'on parle d'elle. D'abord, qu'elle soit punie, oui, qu'elle soit punie au sein au sein du barreau, oui, au sein du barreau. Et là, ils sont des juristes, ils pourront donc
relever ce que vous avez dit là. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle est députée? Elle vient maintenant parce qu'elle a dit qu'elle vient dans le cadre social et qu'on vérifie si elle ne dresse pas des notes d'honoraires à ses clients. Là, je comprendrais, mais il faut qu'elle soit frappée. Voilà. En tout cas, moi, on essaie juste d'élaguer des pistes. Les gens peuvent dire que non, il faut en faire un non-événement. Non, elle crée l'événement. On doit créer l'événement. Et on se rappelle qu'elle est députée et avocate et que si on lit rigoureusement la loi de 90 qui régit la profession d'avocat, on peut évidemment trouver qu'il y a une incompatibilité entre être député de la nation et être avocat au barreau du Cameroun. Si on ne parle pas depuis, c'est parce qu'on n'a rien à dire. C'est qu'il y a des choses qui sont là et on doit pouvoir le faire parce que ce qui est intéressant à signaler, non pas qu'elle soit députée RDPC, mais c'est qu'il y a dans cette opération quand même des choses qui sont dites par certaines personnes et je pose la question, est-ce que ces personnes-là sont conscientes des manquements du système judiciaire camerounais, de ce que dénoncent les avocats du Cameroun, des tortures dans les commissariats, des avocats qui sont brutalisés dans les commissariats, toutes ces violations des droits humains qui sont dénoncées par les avocats. Est-ce que les gens sont vraiment conscients de ce que eux-mêmes demain, ils peuvent être devant la justice et être en train de subir ces manquements-là, ces dysfonctionnements qu'on souhaite d'ailleurs réparer pour que le Cameroun enfin soit réellement un état de droit en réalité. Donc c'est là le fin mot de l'histoire. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, Karine Sontier, on va lire quelques messages. Je vous en prie. Le grand frère est dans un gros dème pour parler de manière triviale. Il doit seulement dire la vérité à sa femme parce qu'il est allé à l'hôpital. À l'hôpital, ça va pas être facile, mais ça va passer. C'est Dominique Steve depuis Village qui nous écrit ce matin. Alors, un autre message. Tout ce qui se passe au Cameroun pour le sexe, c'est la pauvreté qui cause tout ce fléau. Et c'est à notre gouvernement d'arranger ce phénomène qui fait mal. Tous les jeunes filles connaissent le sexe et ça fait mal. Signé le patriote de CCC Étage. Alors, je rappelle que la prostitution est une infraction pénale au Cameroun. Donc, pour qu'on soit complet sur ce... Oui, Chalamel, la prostitution est une infraction pénale au Cameroun. J'ai ri d'autre chose. Le fait de recourir au service moyennant de l'argent, c'est une pour l'un ou pour l'autre, c'est une infraction. On peut vous mettre en prison pour cela. Je n'ai pas le libellé complet de la prise de non, c'est bien de préciser ça. Ça ramène donc aux femmes d'accepter d'avoir des co-épouses. Voilà. Comme ça, celles-là n'auront pas le temps de... Il va toujours y aller. Bon, je n'ai pas Non, je dis c'est bien de faire cette gymnastique. Il va toujours Quelqu'un s'accepte entre elles. Mais avec ma fille Audrey qui dit que ne veut pas partager. Donc la deuxième femme sera la veut pas partager. Non, comme ça, tu veux épouser, tu amènes. Lui ne trie pas. Voilà. Allez-y, Karine. On va d'autres messages. S'il vous plaît, une fois vous placez au marché, là, on viendra vous acheter. Pour celle qui parle de la dot, Constantin, qui écrit ce matin un message. Dominique Audrey apprécie. Moi, je donne tout à mon compagnon. Je satisfais même le moindre de ses fantasmes, mais cela ne l'empêche pas d'aller dehors. Pas plus tard qu'hier, il est allé dans un lieu ici à Douala pour se relaxer. Lorsque je lui demande, il dit qu'il est vieux. Que dire? Il est quoi? Vieux. Vieux veut dire quoi? Il faut donc savoir entretenir le vieux. Voilà, la moto peut le cogner. Non, sûrement elle croit satisfaire. Hein? Voilà. Parce elle a parlé de fantasmes. Oui, vous croyez satisfaire ses fantasmes, mais... Enfin, et il est moumou, il ne parle pas. Vous m'imposez d'évoquer les sujets. De la même manière que tous les 10 ans, on refait sa carte nationale d'identité parce qu'on a bougé. Tous les 10 ans, la libido de l'homme comme de la femme change. Il y a mouvement. Oui. Il faut s'adapter. Il faut s'inventer. Je continue à dire qu'une femme qui satisfait pas son mari a le droit d'aller dehors.
la femme a l'obligation, et je pèse mes mots, la femme a l'obligation de satisfaire convenablement, je dis bien sur tous les plans, son mari. Un mari qui va dehors a la responsabilité de rester dehors avec la lèvre coupée. Parce que nous n'acceptons pas les blessures quand on ne sait pas d'où elles viennent. On supporte donc quoi au foyer? On ne supporte pas la prostitution parce que lui, il est prostitué. Il paye des services d'une femme. Donc, par rapport à ça, il n'est ni polygame, ni homme marié, ni rien. Il est aussi prostitué que cette femme qu'il allait chercher. Vous savez qu'il y a des individus avec qui, lorsque vous commencez la bagarre, vous pouvez m'avoir des discussions, vous commencez la bagarre, son objectif c'est de vous mordre. Ainsi bagarre avec elle. Je vous pose la question. Bisous. Arrêtez de jouer à l'inspecteur Colombo. C'est ce que je te dis que tu crois. Tu ne crois pas ce que les voisins te disent. Tu n'entres pas C'est ce que je dis à ma femme qu'elle croit. Tu n'entres pas. Si tu tends l'oreille même à ce que dit le voisin, tu sors. C'est ce que je dis que tu crois. Il va dire à ses enfants là où la blessure est. Laissez les femmes tranquilles. On va s'arrêter là pour cette histoire et basculer sur les messages de la collègue de Charles Lamel sur la question de ces budgets d'investissement qui sont sous-consommés, la sous-consommation si vous voulez, pour l'énoncer plus clairement, la sous-consommation des budgets d'investissement. Charles Lamel, quel est votre commentaire? Alors, il faut dire que c'est fait de manière exprès, c'est fait de manière voulue, c'est fait de manière organisée, c'est fait de manière tendancieuse, monsieur Eric Fopoussi, parce que depuis pratiquement 10 ans, on se plaint des mêmes problèmes. Processus d'acquisition interminable, mauvaise coopération entre les différents ministères, faible capacité de gestion des projets, absence de responsabilité clairement définie, faible capacité des commissions des marchés, absence de mécanismes de suivi centralisé, conception peu rigoureuse des projets, faible appropriation politique, absence de mesures incitatives basées sur les performances. Je doute fort qu'il y ait un budget, M. Eric Fopoussi, d'investissement public qui concerne Douala Premier. Et que pendant, dans sa phase où on dit qu'il faut faire le lancement, vous n'avez aucune élite, aucune personne ressource de Douala Premier qui soit associée à la réalisation et à la gestion de ce différent suivi de ce projet. Pourtant, ça concerne Douala Premier. Que vous n'ayez pas les chefs. Nous avons des chefs traditionnels qui végètent. Nous avons des chefs traditionnels qui passent le temps à errer, M. Eric Fopoussi. Ils doivent être associés. Vous ne pouvez pas venir réaliser dans ma zone, dans ma circonscription, sur mon territoire, je ne sais pas moi, un ponceau, et que moi, le chef traditionnel, je ne sois pas associé, que je ne suive pas les travaux, que à un moment donné, j'ai l'attitude de dire qu'il faut arrêter, parce que je me rends compte que l'ensemble des objectifs ou des objectifs que vous êtes en train de faire ne correspondent pas à ce qui devrait être fait. Mais non, c'est des gens, regardez ce qui s'est passé à la PD30. Je prends un cas de la PD30. Tous ceux qui passent ne comprenaient rien. Il fallait que ce soit le ministre lui-même qui arrive, qui demande qui vous a mis là. Non, arrêtez les travaux. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une route? Non. Quelle est l'implication, la participation des différentes populations? Est-ce qu'à Douala 3, il n'y a pas des élus locaux qui pouvaient suivre, descendre sur les différents terrains, observer et dire non, arrêtez parce que ce que vous faites n'est pas bon. Il fallait absolument qu'il y ait une voie de sortie. Est-ce qu'on n'a pas des élus qui peuvent aller au niveau de Yassa et de dire, de la route de Niala, au niveau de Nialara, il dit, mais on a commencé cet axe. Pourquoi cet axe n'est pas fini? Pourquoi donc j'estime, M. Eric Fopoussi, que nous allons avec, c'est une, comment je veux dire, c'est un projet à une vitesse, géré par une personne, géré par un groupuscule, disons-le comme ça, le lobby, qui mange tranquillement et qui s'en fout de ce qui se passe ailleurs. D'accord. On va revenir au message tout à l'heure. On va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux, Karine. Justement, Eric, avant d'arriver à la revue des réseaux sociaux, je vais dire que par rapport à ce budget, ça explique pourquoi vous voyez à chaque fois... Ça vous arrive parfois oui. Ça vous arrive parfois de me nommer C'est vendredi. Ça vous arrive parfois de me nommer, c'est ça? Non. Bah, si vous le dites. Okay. Non, c'est exceptionnel. Ok, allez-y, prenez la parole. Alors, vous allez voir que en 2015, 39,5% du budget avait été utilisé en juin. Donc, de janvier à juin, 39 seulement, donc même pas la moitié du budget. Vous comprenez que quelque part, ça explique mieux pourquoi on n'a pas de route. Ça explique mieux pourquoi on va vous dire qu'on va construire les écoles, parce que les budgets, les projets eux-mêmes ne sont pas bien ficelés. On met un projet sur pied, mais après, on se rend compte qu'en fait,
la localité ou encore le contexte en lui-même n'a pas besoin de ce projet qu'on veut réaliser. Donc, on ne fait pas d'études de terrain. Maintenant, par rapport à la revue des réseaux sociaux, le premier sujet, parce qu'on en aura deux, le premier sujet, c'est cette enseignante de CE2, cours élémentaire, 2e année, qui a été sauvagement bastonnée par un parent d'élève, par ailleurs militaire. Le nommé Boris Ndjouledem, puisqu'il s'agit de lui, a battu l'enseignante de son fils parce que la pédagogue avait corrigé son enfant la veille pour n'avoir pas fait ses devoirs. Alors, il s'agit d'un récidiviste selon la directrice de cette école. Par rapport à la directrice de l'école, l'école publique Garage Militaire de Bafoussam, Madame Kaji, qui dit que cet enseignant, cet parent n'est pas à sa première action. Il avait l'année dernière battu de cette manière aussi un maître de cours moyen 2e année pour avoir puni sa fille n'ayant pas fait ses devoirs. Qu'est devenu l'enseignant dans notre pays au final, l'être le plus adulé et idolâtré des jeunes? Qu'est-il devenu? Est-ce que c'est lui qui doit subir ce genre de choses? Est-ce normal pour un parent d'envoyer son enfant à l'école sachant qu'il n'a pas fait de devoirs et venir faire des représailles devant ce même enfant? D'accord, on voit très bien que ça pose un réel problème. D'abord, je voudrais dire, et c'est important, pas que l'on cautionne sur ce plateau le fait qu'une personne profite de sa position de pouvoir pour venir se rendre justice ou bien faire une vendetta. Ce n'est pas là le propos, mais je souhaite dire que l'UNESCO avait en 91 via une convention qui avait été prise justement à Genève pour ce cas-là, puisque l'UNESCO est son siège est à Paris, mais pour ce cas-là, c'était à Genève que cette convention, cette directive avait été prise. Et cette directive avait été donc, comme vous le voyez, internalisée par le Cameroun, par la loi de 98 sur l'orientation de l'éducation au Cameroun. Et dans cette loi-là, il y a les articles 34 à 36 qui sont clairs et nets. Les punitions corporelles, le fouet, sont interdites. Les punitions corporelles sont interdites. Donc, à l'école au Cameroun, c'est la loi. Duralex, Sedlex. La loi au Cameroun interdit justement cela. Je comprends les enseignants camerounais parce que vous voyez, parfois les enfants sont très turbulents, parfois ils ne comprennent pas. Vous savez, on a hérité ça de la colonisation. Le colon pensait que c'est en nous tapant les fesses que nous comprendions rapidement. Donc, entre-temps, nous sommes restés dans cette logique de que pour que l'enfant comprenne bien, il faut taper ses fesses, que c'est pas les fesses que l'on comprenne mieux. Et donc, pendant que eux là-bas, ils ont réussi à trouver des moyens, des méthodes pédagogiques plus évoluées, adaptées à leur temps là-bas, nous on est resté sur le colon qui nous faisait ce qu'il nous faisait. Donc c'est ça aussi qu'il faut le dire. Nous devons apprendre à nous parler, et on le voit d'ailleurs avec cette affaire du dialogue national à travers des crises anglophones, c'est que on a du mal à se parler au Cameroun. Désormais, cet héritage colonial là nous fait en sorte que on a du mal à se parler. Les gens, même quand vous parlez à quelqu'un dans la rue, c'est agressif, c'est violent, c'est toujours dans les invectives. Et parfois, il y a même un groupe WhatsApp là que je dirige. Dans ce groupe, les gens sont tout dans l'invective, les gens ne sont pas très calmes. Il y a ça. La manière avec laquelle on parle aux gens, aujourd'hui, est très compliquée. Donc, je dis ça pour ne pas cautionner, qu'on soit bien clair. Hein. C'est un métier que je respecte beaucoup, les enseignants. Mais je tenais à faire savoir ce que la loi dit en la matière. Maintenant, il est quand même terrible que l'on en soit aujourd'hui à faire subir ce qu'on fait subir aux enseignants. Nous étions encore à digérer la pilule amère du lycée d'Avebe et ce, avec cet enseignant Fongan, qui fait l'objet de poursuites judiciaires suite à un cours où le nom de Kamto aurait été prononcé, et aujourd'hui il est donc menacé. On a également ce communiqué du sous-préfet de Manjo dans le Mungo, qui évidemment a un tout petit peu dans un langage à peine voilé, menacé les enseignants. Donc il y a quand même ça. Les enseignants sont devenus la serpillière de beaucoup de gens dans ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. On se rappelle que l'an dernier, ici, nous évoquions un cas du lycée du Mayo-Oulo, là-bas, où le commandant de brigade avait décidé de se faire justice avec sa fille qui était venue se plaindre auprès de lui. Il est venu, évidemment, administrer une vraie fessée
à l'enseignant en question. Heureusement, l'action que nous avons menée à l'époque avait conduit à une sanction disciplinaire pour ce monsieur-là. Donc, il faut qu'on remonte l'information, il faut qu'on cesse ce type d'acte, de comportement de la part de ces parents qui croient pouvoir venir faire la vendetta sur nos enseignants. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, on peut librement commenter cet épisode, cet incident qui s'est passé à l'école publique de garage militaire à Bafoussam, Borobengan. Oui, et je vous comprends. La loi interdit qu'on tape sur les enfants et vous dites il n'appartient pas aux parents de venir corriger, entre guillemets, le maître qui n'aurait pas respecté la loi. Je vous comprends, c'est vrai, mais est-ce que l'UNESCO n'a pas donné les orientations sur le cadre éducatif où vous devez être enseigné? J'ai dit oui. Vous lisez ce matin du vendredi 20 septembre le journal L'Œil du Sahel, vous verrez le titre à la une. Il dit l'extrême nord est la région la plus pauvre du Cameroun. Et là, la photo qui accompagne cette une, c'est bien un établissement scolaire et vous verrez, c'est en paille, c'est tout. Donc, et ça aussi, l'UNESCO n'admet pas qu'on enseigne dans ce genre d'établissement. Pratiquement en paille. Ça veut dire la chose simple suivante de mon point de vue. Face à cette dialectique, je pense que, première chose, on doit se référer à l'orientation donnée par les enseignants. Le problème dans notre pays, c'est qu'on ne les écoute pas. Même lorsqu'ils ont demandé de s'intégrer dans le contenu de l'éducation de nos enfants, de l'instruction de nos enfants, on les a mis de côté. Je pense même que le ministre Charles Etoundi, ils avaient voulu prendre le CPR et ils avaient créé d'ailleurs une mutuelle de personnels enseignants. On les a mis de côté. C'est là le problème. D'ailleurs, il y a des enseignants qui se plaignent que, ok, d'accord, la loi a dit qu'on ne tape pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour qu'un enfant comprenne? C'est peut-être là aussi il faut combler ce vide-là. Vous dites qu'on ne tape plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour qu'un enfant comprenne? Les enseignants se plaignent de cela. Quel est justement le palliatif à ça? Justement, ça veut dire que le politique s'intéresse, veut donner des instructions aux techniciens sans comprendre les enjeux du technicien. C'est comme dernièrement à Yaoundé. Comment un ministre de Mines vous dit on va rétablir le poste de, comment vous appelez, BG quoi là. Il dit en 5 jours. Il a quoi? A-t-il posé la question aux techniciens que combien de temps vous faut-il pour rétablir le courant électrique à la capitale? Il ne pose pas, il dit je vous donne 5 jours. Rétablissez-moi. Bon, les gens sont donc là, ils ne savent même pas comment on visse un câble électrique. Et bien, ils donnent des instructions. C'est la même chose ici. Donc, deuxième chose, autre chose que je voudrais dire, non. Monsieur Fopossi Negou, j'ai même eu des discussions avec certains parents qui sont occidentalisés comme vous. On tape son enfant même à la maison. On le tape jusqu'à 18 ans au moins. C'est cette manière où un enfant de 6 ans, vous ne pouvez pas lui dire de vous donner l'eau à boire, d'aller puiser l'eau. Donc vous suppliez un enfant pour qu'il vienne laver les assiettes. Vous le suppliez un enfant pour qu'il vous donne l'eau à boire, mais non. Et vous avez vu la société occidentale aujourd'hui, elle est complètement sans dessus-dessous, il n'y a plus de repères. Donc ce sont les enfants de 8-9 ans qui dirigent les familles. Mais un enfant de 9 ans, quand vous l'inscrivez à l'école à 3 ans et 6 ans en Allemagne, vous ne demandez pas son avis. Vous dites, je veux que mon enfant ait une instruction, vous l'inscrivez, ne demandez pas son avis. Donc, nous, on tapait nos enfants avant même l'arrivée de l'école des Blancs. Il faut continuer à les taper. Et je ne pense pas que les enseignants qui ont la chicotte détestent les enfants. C'est précisément parce qu'il n'y a pas une action concertée dans ce qu'on appelle le plan éducatif que entre l'enseignant, l'élève et les parents, qu'il y a... Nous, on ne tape pas. Ou certains parents disent, moi, mes enfants, vous ne les tapez pas. Je ne peux pas accepter qu'on touche mon enfant. D'accord. Enseignez votre enfant à la maison. Ouais. Je ne voulais pas. Donc, ce qui se passe pour ce militaire-là, je ne sais pas, c'est lui qui a le commandement de la région militaire de Bafoussam. Il faudrait qu'on lui inflige les sanctions. Ce n'est pas possible. Je pense qu'un gendarme s'était permis de tels écarts également, mais je pense que le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie s'en était occupé. Ce n'est pas, s'il veut être militaire, qu'il reste là, qu'il forme
ses enfants à la maison. Ce n'est pas, il vient corriger les enfants. Tu viens taper l'enseignant devant les enfants, les élèves. Et elle a même été, elle a failli mourir. Hier, elle est entrée dans le coma. Heureusement qu'elle en est sortie. D'accord, très bien. C'est difficile hein, de l'admettre, cette question. Alors, Dominique Audrey, quelle est votre réaction suite à cet incident malheureux hier à Bafoussam? Je me demande d'abord quoi pensait la personne qui allait signer, ou c'est à l'UNICEF ou c'est à l'UNESCO là qu'on ne doit pas taper les enfants, parce que ça marche d'une certaine façon. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas d'homme dans l'école là quand celui-là est venu? Monsieur Fopoussi, laissez-moi. Il n'y avait pas, c'est ce que je pense vraiment. Non, parce que ça dérange, vous ne pouvez pas dire qu'on ne tape pas l'enfant. Les enfants dérangent. Les enfants dérangent. Tu as un élève à l'école, en classe, tu lui dis fais le devoir, il ne fait pas. Fais comme ça, tu expliques pourquoi il ne fait pas. Donc si tu tapes un peu... Ce matin encore, je discutais avec Philippe Nanga de Un Monde à Venir. Ils ont mené une étude d'ailleurs sur cette affaire. Et ils vous donnent les conséquences. Les Blancs sont les conséquences de quoi? Les conséquences du fouet. Ils vous donnent justement les conséquences du fouet sur les adultes plus tard. Oui, qui donne aussi les conséquences du silence sur les adultes plus tard. Puisqu'il vous dit qu'aujourd'hui, les adultes subissent le contre-coup des fessées reçues, des fessées. Écoute, je vais pas finir. Je vous donne ce que Philippe n'a pas dit ce matin. Oui, dites à Philippe que son étude est fausse. On nous a tous tapé. Elle est fausse complètement. Et ça a marché sur moi. Maintenant, donc, il dit que le fait qu'aujourd'hui, on ait du mal sur le continent africain à avoir les adultes qui puissent se parler et résoudre des conflits entre eux, résulte de cela. Il ne connaît pas l'histoire. L'histoire de l'humanité est jonchée de conflits. Il y a même des familles qui se sont bagarrées, mais ils ont réussi à résoudre les conflits. Monsieur Fopoussi, pour moi, ce qu'on doit faire, c'est que cet enfant-là, je suis désolée, cet enfant-là, on l'enlève de cette école. Parce que si je m'en tiens à ce qui est carré, ce n'est pas la première fois que cet homme-là aille enseigner son enfant. Qu'il l'aille avec. Il va composer un candidat libre. Oui, et qu'on attende qu'il ne soit pas en tenue pour le bastonner aussi de cette façon-là. Parce qu'un homme ne peut pas taper une femme. Vraiment, vous n'êtes pas un homme. Monsieur Fopoussi, moi je me rappelle lorsque j'étais au CE2, la même classe que cet enfant, dans ma maison il y avait mon enseignante, donc je vivais avec mon enseignante. Quand on partait à l'école, arrivée en route, elle fait tout, elle marche vite, elle te laisse derrière. Elle arrive en premier lieu. Dès qu'elle arrive, elle se met à la porte. Elle te fouette, toi qui es sorti de la maison avec elle. Elle dit, elle te fouette, toi qui es sorti de la maison avec elle. Parce qu'elle arrivait à l'école avant toi. Et maintenant, à ce moment-là, depuis ce jour, je quitte de la maison à 6h15. Elle dit 6h15 pour aller à l'école jusqu'à ce que j'ai eu le bac. Et vous voulez me dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas frapper les enfants. Quand on voit comment vous répondez à Charles Mbach sur ce plateau, on peut comprendre. Non, vraiment, ça n'a rien à voir. La crise anglophone, maintenant aussi, fait plus mal que cette chicotte-là. Il faut fouetter. Le problème dans cette histoire, ce n'est pas forcément le fouet qu'on a attrapé l'enfant. C'est ce parent irresponsable qui ne paye pas le livre de son enfant, qui ne voit pas le cahier de son enfant à la maison pour demander « As-tu fait tes devoirs ?» Il ne le fait pas. C'est un parent irresponsable qui pense que ce sont les autres qui sont responsables de ses erreurs à lui. Et c'est là le problème. Le problème, ce n'est pas qu'on ait fouetté l'enfant. Lui, le parent, là, il fait quoi quand il rentre à la maison le soir en tant que papa? Est-ce qu'il ouvre le cahier de son enfant? Junior, as-tu fait tes devoirs? Viens qu'on les fasse. Parce que moi, quand tu dors, je te réveille, tu fais les devoirs de partir avant de dormir. Ça, voilà comment on fait. Mais lui, il fait quoi? Et il se permet de penser que comme il a la tenue, il a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Elle pouvait décéder. Et là, on devait encore dire que l'UNESCO autorise qu'on frappe sur les femmes. C'est pas l'UNESCO, c'est la loi. La loi du Cameroun autorise qu'un militaire frappe sur une femme. Et que même si l'enseignant a piétiné la loi, le militaire vient le corriger. C'est ce que prévoit la loi. Pas la justice. Voilà. Donc nous sommes d'accord. Alors moi j'ai dit sincèrement que c'est pas que je suis d'accord avec ce que le militaire a fait. J'ai dit, mais j'en profite également pour lancer
dans le débat public la question du fouet à l'école par rapport évidemment à cette loi que nous avons nous-mêmes votée en 98 et qui n'est pas respectée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut l'abroger? Est-ce qu'il faut la garder et trouver des mesures palliatives du point de vue des innovations pédagogiques de manière à ce que les enseignants soient plus armés à trouver d'autres moyens pour faire que les enfants entendent de raison dans les leçons qu'ils leur prodiguent. Donc c'est ça la grande question. Oui, aussi. Il faut donc revoir la procédure des votes de loi. Oui. Il faudrait que dorénavant, les lois soient d'abord discutées par le peuple, même si ça vient du gouvernement, comme on ne veut pas de propositions de loi, qu'on dise au peuple, voilà la loi qu'on va déposer, le projet de loi qu'on va déposer à l'Assemblée nationale prochainement, qui va orienter l'instruction dans nos écoles. Et les gens débattent, discutent, et on procède à des aménagements pour que ça arrive à l'Assemblée. Très bien. Alors, Chalamel, quel est votre regard à vous? Que le syndicat des enseignants de la région de l'Ouest se lève, on repère dans toutes les salles de classe les enfants de militaires, on les met dehors. Merci, monsieur Mbachou. Première chose, qu'on les met tous dehors. Non, mais est-ce que c'est pas... Qu'on les mette Ils tous sont pas dehors. tous comme ça, Monsieur ils Eric sont pas tous Fopoussi, comme ça. monsieur Eric pourri la Fopoussi, bouche. c'est une seule dent qui a pourri toute une bouche. Si vous avez choisi d'être un boucher, un sauvage, eh bien, on l'assimile à tout le corps. Je suis désolé. Alors, imaginez le nombre de coups de pied que cette femme a reçus avec des rendiaises. Imaginez les coups de poing qu'elle a reçus sur la face au point de s'évanouir. Cette femme est mariée. Elle a un mari. Voilà une frustration qui va naître. Vous ne savez pas que lui, ce mari vous connaît. Mais vous, le parent, vous ne savez pas que le mari vous connaît. Mais vous, le militaire qui avait frappé, vous pensez que vous êtes avec la tenue. Il y a des choses, monsieur Eric Fopoussi, que il y a des actes que lorsqu'on pose, certaines personnes disent que je préfère la mort, je préfère la prison. Il faut faire très attention. Certaines personnes pensent aujourd'hui que dans cette république, ils sont au-dessus de la loi, ils sont au-dessus des gens, ils peuvent se permettre de faire certaines choses au nom de je ne sais quoi. Arrêtez ça. D'accord. Il faut que les gens arrêtent ça, monsieur Eric Fopoussi. Alors, cet enfant, juste un peu. Oui. L'enseignante s'appelle Madame Toualem Luisette, épouse Métan Tedem. Je dis qu'elle est mariée. Je vous dis qu'elle est mariée. Voilà, oui. Son mari, lorsqu'il est arrivé, il a piqué une crise. Je vais vous dire. Parce que là, la suite, c'est que son mari a piqué une crise et il a décidé de vengeance. Non. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez frappé son épouse. C'est vrai ça? Un homme a le droit de protéger son épouse, même en plus de son honneur. C'est l'honneur de cet homme qui est touché. Parce qu'on a filmé la photo de sa femme. C'est dans tous les réseaux sociaux étendus, évanoui par un autre homme comme lui, monsieur Fopoussi. Pas par un militaire, mais un homme comme lui. C'est un adjudant, hein? Il s'appelle Djouledem Boris. Alors, monsieur Eric Fopoussi, il est adjudant. Je pense que monsieur Eric Fopoussi, je pense que j'ai eu quelques nouvelles. Il me semble que la hiérarchie militaire va également prendre à bras le corps cette question. Je pense que monsieur Petit Assomo, que je connais très droit, que je connais très rigoureux, monsieur le ministre de la Défense. Oui, je pense qu'il va se saisir de ce dossier. Il doit être sanctionné de la dernière énergie. Et que tous ceux des militaires qui le font parce qu'ils ne sont pas seuls, ils sont non plus les militaires qui le font, monsieur Fopoussi, comprennent qu'à un moment donné, on peut dire, mon frère, c'est quoi? Toi aussi, le problème, c'est quoi? Laissons la tenue et discutons entre frères. C'est ça le truc, monsieur Fopoussi. Discuter entre frères. Il est arrivé comme le roi Bozo. Il frappe que dans les écoles de l'Ouest, cet enfant, le nom de cet enfant circule dans les réseaux sociaux, circule dans les groupes WhatsApp des enseignants, qu'on n'accepte plus cet enfant. Parce que cet enfant est un danger pour l'enseignement. Parce que son père a mis dans sa tête que va, on te frappe, tu rentres et me dis je vais te venger. L'enfant arrive non plus pour apprendre mais pour provoquer. Si c'est la troisième fois qu'on chasse l'enfant de cette autre école parce que son père se comporte de la sorte, ça veut dire que l'enfant l'enfant est innocent. L'enfant n'est pas innocent. Non, l'enfant n'est pas innocent. Non, mais l'enfant c'est encore un petit garçon. Il n'est pas innocent. Il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience des conséquences de ces actes. Sont sérieux. Monsieur Eric Fopoussi, c'est une éducation qu'il a reçue. Sa grande sœur a fait pareil. Chaque parent connaît ses enfants. Permettez-moi de vous dire, il y a des maisons où, lorsqu'on voit l'enfant entrer en courant, on dit c'est encore tel. Quand la personne vient faire quoi, votre fils, il dit, madame, je sais. Ouais, madame, l'enfant là va me tuer dans cette maison. Je vais chercher comment. Il y a des méthodes. Si son fils appartient à cette catégorie d'enfants possédés, ce n'est pas enfant turbulent, enfant possédé, monsieur Eric Fopoussi, qui pose des actions comme ça. Oui, elle a fouetté, elle est en tort sur tous les plans. Vous saisissez l'école, le directeur,
Voilà. Vous venez, vous cessez, vous allez faire un certificat médical. Des inspecteurs d'arrondissement. Des inspecteurs d'arrondissement, vous faites un certificat médical, vous suivez littéralement votre plainte et des sanctions vont être appliquées, monsieur, avec des dédommagements. Voilà. Mais venir fonctionner comme le roi Pachibouzou et poser des actions comme cela, monsieur il faut poursuivre. Je dis non. Voilà. En tout cas, c'est grave. Et Chalamel, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un climat aujourd'hui? Ça a commencé avec les avocats. Maintenant, les enseignants prennent le relais. Est-ce que vous sentez qu'il y a un climat général dans le pays qui veut qu'on traite les enseignants comme des serpillères? Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que les enfants qui ont été formés au lycée Leclerc entre 1995, fin 2000, tous ces enfants qui sont sortis n'avaient pratiquement rien dans la tête. Parce qu'au lycée Leclerc de Yaoundé, à cette période, c'était les commissaires qui venaient séquestrer les enseignants. C'est les papas magistrats qui venaient faire menotter et jeter les enseignants en cellule. Voilà les enfants. Un professeur frustré, ne l'oubliez pas. Un enseignant, c'est celui-là qui écrit avec le marqueur, l'encre noire, sur la cervelle vierge, dans la cervelle vierge de votre enfant. Votre enfant est zéro tour lorsqu'il sort de la maison et c'est l'enseignant qui fait de lui une tête pleine. Lorsque l'enseignant se sent frustré, il n'y aura rien en termes de considération. Puisque je vais vous parler, quand je vais vous gronder, vous irez dire à vos parents, eh bien, je vais vous donner ma part de correction. J'arrive, je donne 1, 2, 3, 4, 5 titres, évaluation la semaine prochaine. Ma classe sera parmi les classes des personnes qui vont échouer. Voilà ce qu'on est en train de fabriquer. Une génération d'enseignants frustrés et une promotion d'élèves cancres. Et il nous a amené un débat hier. Qu'est-ce qui se passe à l'ENAM? D'accord. Avec les filles de ces bobos. Voilà notre exemple. Voilà. D'accord. Donc, on est en train de cultiver des cancres qui malheureusement sont bizarrement ceux qui se reproduisent au c'est eux qui sont en train de prendre de l'administration publique, vont encore prendre les postes politiques demain pour nous diriger. Oui. Malheureusement. En tout cas, moi, je me rappelle encore de ces écrits de René Bayon. Il est magistrat après la cour d'appel du Sud, la région du Sud, qui a clairement rappelé le rôle de l'école de la République. L'école est un vecteur d'ascension sociale et l'école, lorsqu'elle est bien faite, l'école, vous savez, l'école vient de scolastique, un cadre fermé. Tout ce qui doit entrer à l'école doit être fermé. D'ailleurs, souvenons-nous de nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Vous voyez, c'est un cadre élitiste, scolastique. Mais quand on laisse la barbarie, quand on laisse des gens entrer à l'école et perpétrer des pires actes, on se pose bien des questions. Monsieur Eric Fopoussi, rappelez-vous que son excellence Babatour Amadou Aïdio, lorsqu'il était chef de l'État, descendait de son palais à pied jusqu'au collège de la retraite. Il dit mettez là-dessus à plat Balançoire. Il dit je ne suis pas ici en tant que président, mais en tant que parent. Il prenait la ceinture et cisaillait, laminait copieusement les fesses de ses enfants. Et Samuel Ebois vaut sa grande carrière politique et administrative parce qu'il a osé un jour, donc justement, punir l'enfant d'Aïdjo. Et il est rentré d'ailleurs se plaindre à son père en pensant que, en disant que je vais te montrer. Et l'histoire raconte que Samuel Ebois avait été convoqué à la présidence. Il croyait qu'on allait lui faire tous les pires représailles. Mais lorsqu'il est arrivé, grande est sa surprise quand Aïdjo a serré sa main. Saluez-moi, monsieur. Vous êtes un vrai Camerounais, un vrai enseignant. Des gens comme vous, comme ça, c'est ce qu'il faut dans ce pays. D'avoir puni l'enfant du président, vous êtes bien fait. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il a gravé les échelons jusqu'à devenir secrétaire général à la présidence. Donc, c'est pour vous dire que normalement, même Aïdjo, à l'époque, avait compris l'enjeu de l'autorité du professeur, l'autorité du maître, de l'enseignant. Sur l'enfant, malheureusement, c'est en train de se déliter. On est en train de vivre une déflagration terrible. À ce rythme-là, le Cameroun est clairement en train d'aller vers l'abîme, dans un gouffre terrible, puisqu'on ne respecte plus rien. Tous ceux qui sont sur ce plateau, tous ceux qui sont à Etoudi, tous ceux qui sont à la primature, tous ceux qui sont dans les grands postes aujourd'hui, le sont parce que des enseignants leur ont enseigné des choses, parce qu'ayant été tenus par des enseignants. Nous sommes tous redevables à nos enseignants. Nous sommes à vie redevables à nos enseignants. Oui, Charles. Monsieur Eric Fopoussi,
Alors qu'on se plaignait de la recrudescence des agressions au poignard au lycée de Dakwa, au lycée de Collecton, lycée d'Anguissa, lycée de Biébassi, on a soulevé tous ces différents établissements à l'époque là où ce petit enfant avait été poignardé. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le lycée de Deido décide d'installer 25 caméras. Alors si cette question avait été prise à bras le corps, pas le corps même, je dis le corps, c'est-à-dire la tutelle, je crois que dans beaucoup d'établissements, ce n'est pas ça une vitesse supérieure. Il faut qu'on accuse le ministre de l'enseignement secondaire qui abandonne lâchement les enseignants. D'accord, très bien. Le ministre également de l'éducation de base qui est aussi interpellé pour ce cas-ci précisément, le cas de l'école publique l'école publique garage militaire. Non, monsieur, parce qu'il faudrait que si le ministre de l'éducation de base, il aurait saisi le ministre, comme on l'avait dit, de l'administration territoriale, pour dire mais attendez, monsieur le ministre, il y a un souci. Le souci qu'il y a, c'est que vous avez votre sous-préfet qui est en train de poser attention l'enseignant, attention ceci. Je crois qu'on aurait respecté l'enseignant. Je ne sais pas si je me trompe. Qu'on respecte les enseignants, attention un peu. Déjà, ils sont mal payés, mal lotis, dans de mauvaises conditions. Et qu'on vienne encore de venir qu'ils soient des sparring partners des différents individus, mais c'est pas normal. Voilà, on va s'arrêter là pour la revue des réseaux sociaux de ce matin, en espérant que les enseignants, bien sûr, qui nous regardent ce matin, reçoivent nos encouragements et surtout notre force, notre, on va dire quoi, notre sollicitude. Voilà, tout à fait. Voilà, et que on fera tout pour que l'autorité du maître soit respectée dans sa salle de classe et que ce qui se passe dans la salle de classe et que la salle de classe reste un sanctuaire parce que c'est un sanctuaire. Oui. Voilà. Alors, merci à tout le monde. On va bien sûr s'arrêter là et basculer au plateau B où nous attend Consti Lamine et son Vombio Oméga 3. Bonjour Consti. Oui, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka et très bon week-end par anticipation à tous ces clients et à tous les partenaires du concept Salaka. Alors je viens ce vendredi matin, nous sommes bel et bien à la veille de la fin de la double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Donc ceux des téléspectateurs qui me regardent, quelle que soit votre ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, c'est l'occasion plus que jamais de passer vos commandes dès à présent, que ce soit par appel ou par SMS. Et ceux qui n'ont peut-être pas encore de l'argent et qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis jusqu'à demain, peuvent tout simplement appeler le concept Salaka au numéro de téléphone qui vont une fois de plus s'afficher à l'écran. Question de passer une commande, question de faire une réservation, question bien entendu de faire, c'est-à-dire d'émettre un besoin. C'est donc l'occasion plus que jamais de passer votre commande parce que demain, samedi, le 21 septembre 2019, ce sera la fin de la double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Mais je rappelle que la double réduction va s'en aller, mais la promotion restera toujours dans les magasins 1001 tapis parce que 1001 tapis, c'est le magasin qui est toujours en promotion tout au long de l'année, mais il nous arrive de temps en temps de faire des doubles réductions et on a lancé depuis le 19 août dernier une double réduction à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Consti Lamine. Alors ce matin, nous allons parler de la santé, nous allons parler de la bonne humeur, nous allons parler de la prévention des AVC, nous allons parler de la réduction des complications du diabète et c'est avec ce complément alimentaire que voici, le Vombio Oméga 3. Oui, c'est votre complément alimentaire. C'est 30 gélules à l'intérieur de cette boîte. Et bien entendu, pour ce qui est de la consommation, c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, il faut bien entendu, c'est un complément alimentaire qui concerne tous ceux qui sont adultes. Et bien entendu, donc, les enfants n'ont pas le droit de boire le Vombio Oméga 3, les femmes enceintes également. Donc, les adultes, les adolescents, les personnes âgées, les personnes du 3e âge, tout le monde peut consommer l'oméga 3, sauf les tout petits et les femmes enceintes. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien, c'est une gélule par jour pendant le repas. Vous l'avez donc au prix de 5500, c'est le prix du concept Salaka, mais comme on parle de double réduction, jusqu'à demain samedi, vous l'avez à 5000. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre Vombio Oméga 3 à 5000 francs, parce qu'à partir de lundi prochain, vous aurez le prix de promotion qui est de 5500 francs. À côté bien sûr du Vombio Oméga 3,
On parle également de cette lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette. Oui, notre peau, et surtout la peau des diabétiques, a besoin d'un entretien particulier. La peau des diabétiques a besoin d'une santé particulière. Alors, quel est l'élément qui permet d'embellir? Quel est l'élément qui permet de protéger la peau des diabétiques? C'est le lait de toilette Von Bio Lotion. Oui, vous l'appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. C'est un lait de toilette idéal pour embellir, pour entretenir la peau des diabétiques. Il coûte normalement au prix de promotion 6 000. Mais dans le cadre de la double réduction qui s'achève demain samedi, vous l'avez à 5 500 francs, ce lait de toilette pour diabétiques. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces 2 compléments alimentaires. Et je rappelle également que quand vous achetez, que ce soit le Von Bio Oméga 3 ou la lotion des diabétiques, vous recevez des guides d'utilisation que voici, oui, des guides d'utilisation que voici. Donc voilà le guide du Von Bio, le guide de la lotion. Ça vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Une fois de plus, merci à tous les téléspectateurs. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Pour dire tout simplement, prévenir vaut mieux que souffrir. Merci beaucoup, Consti. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre interpellation pour ce matin. Et juste après, on aura des réactions sur le plateau avec Boro Bengan. C'est parti. L'idée nouvelle pour le développement et le progrès de notre pays, c'est de voir comment créer des emplois pour mieux employer les Camerounais, puisqu'il y a plusieurs qui n'ont pas d'emploi. Je suis sur la moto aujourd'hui parce que je n'ai rien trouvé à faire pour l'instant. En fait, moi j'ai fait la formation en audiovisuel. Si c'est que quelqu'un a déjà fait une formation et qui part déposer dans certaines entreprises, je vois que ces entreprises doivent vraiment voir si c'est vraiment vrai que cette personne a fait cette formation et qu'il est vraiment qualifié pour ça. Formation en audiovisuel, il aurait pu travailler à Equinox. Par exemple. D'accord. Des maisons de production. Oui. Plusieurs maisons de production, des maisons de montage, je travaille dans des studios. D'accord. Ok, on revient à vous, Charles d'abord pour vos réactions. Oui, ça démontre justement, j'allais dire, la fragilité du tissu économique camerounais. Oui. Est-ce que si on avait même mis en place un procédé qui permette l'éclosion des entreprises de presse, parce qu'il n'y en a pas, hein, et qui n'ont tout ça, je vois tout ça, c'est des Camerounais qui se débrouillent. Oui. Qui essaie de s'associer pour se débrouiller. Mais l'environnement, la preuve, fonctionne par tolérance administrative. On ne veut même pas vous attribuer. C'est ça. Vous avez un pays où tout est à construire, mais on dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. C'est malheureux ce qui se passe. D'accord. Oui, Chalamel, vous souhaitiez rebondir, allez-y. Oui, monsieur Eric Fopoussi, vous savez, aujourd'hui, je m'amuse depuis pratiquement 3 semaines à prendre la moto. Parce que je suis en train de faire une étude sur la psychologie de Bentikiner. Lorsque vous discutez, vous prenez les motos que je prends, vous voyez un gars, il dit « Je suis en 2e année master ». Je suis en 2e année, master en chimie, je suis en 2e année, où je suis en licence, je suis en train de faire une licence professionnelle en X ou Y. Mais tu fais quoi derrière la moto? Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de que ton cerveau se repose. Il me dit non, je travaille comme ça 4 heures par jour avant d'aller à l'école. Je dis mais c'est pas grave, c'est compliqué. Alors monsieur Eric Fopoussi, dites-vous que vous avez un gars qui en même temps a des diplômes et se retrouve à trimer. Il vous raconte comment il a déposé des dossiers. J'ai discuté avec un jusqu'à l'endroit là où il garde souvent les parapluies ou c'est les parasols. Oui. Il a sorti des décharges. Parce que je doutais, il a sorti des décharges, au moins 60 décharges dans des entreprises où il a déposé. Et vous voyez son CV. Mais vous vous dites, qu'est-ce qu'un gars brillant comme lui fait sur la moto? Et dans sa tête, pendant qu'il conduit, il dit, ah, on roule, en espérant que la chance me sourira. Je vais porter peut-être un jour, on ne sait jamais, un cadre de ce pays, et c'est lui qui changera ma vie. Ou en attendant qu'il y ait alternance véritablement dans ce pays. Oui. Je fais comprendre à ces gars qu'il y aura alternance, mais vous serez vieux. Vous aurez traversé l'étape. C'est la raison pour laquelle ils se battent aujourd'hui à se perpétuer en mettant les enfants qui ont à la limite d'âge descendu à 32 ans pour certains. Donc vous voyez, à 22 ans pour d'autres concours. Alors, moi, je dis c'est grave. Moi, c'est important de dire ça. D'ailleurs,
bravo d'être venu faire ce que nous on fait tous les jours, parce que nous prenons la moto tous les jours. Donc, si vous faites ça pour vos... Non, je dis, si vous faites ça pour vos études, nous on fait ça tous les jours par nécessité. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Si on ne prend pas la moto, on ne sait pas ce qu'on va prendre. Parce que, donc, regardez un gars qui a fait une formation en audiovisuel. Regardez son accoutrement. Ce n'est plus l'accoutrement d'un gars dont le cerveau est censé réfléchir. Il a tourné le centre du chapeau. Allez regarder. Mais c'est ça, ça déforme. Vous êtes formé, mais la réalité sociale vous déforme. Ok, donc tout récemment, je discutais avec un économiste qui me disait, on faisait un tour de ville et on voyait les motos se battre sur la chaussée, sur le trottoir comme ça se fait à Douala. Et il me disait, Eric, regarde ça. Avec les motos, aussi longtemps que ça durera au Cameroun, aucun investisseur sérieux ne viendra. Il m'a dit, aucun investisseur sérieux ne viendra si ça continue comme ça avec des bennes sikines partout au Cameroun. Il dit, le Cameroun, pour s'en sortir, doit tout faire pour mettre en place un système de mobilité urbaine qui supprime les motos et justement faire entrer et les métros, et les taxis, et les voies d'autres voies. En mettant notre système qui va occuper ceux qui gèrent les motos. Voilà, parce qu'en quartier vont devenir nuisibles. Voilà, non, mais écoutez, si vous investissez, forcément, il y aura beaucoup d'emplois et ils quitteront ces emplois-là pour des emplois plus sûrs. Merci beaucoup. On va tout de suite basculer au plateau B, mais avant, on regarde ceci. Que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Est-ce que la nourriture... C'est à vous, Consti, allez-y. Bien entendu, c'est au concept Salaka d'entretenir ces millions de téléspectateurs avec l'espace de vente dans cette émission. L'espace qui vous permet d'acheter la qualité et rien que la qualité. Oui, acheter un article, c'est bien, mais acheter un article de qualité, c'est encore bien. Ça, il faut le rappeler. Mais acheter au concept Salaka, c'est mille fois Nyanga. Parce que le concept Salaka, c'est la qualité et rien que la qualité. Alors, parlons bien sûr de qualité. Je rappelle une fois de plus à tous nos téléspectateurs que le concept Salaka ne dépend pas, mais nous remplaçons. Dès que vous achetez un article au concept Salaka, que ce soit la poêle Red Copper, que ce soit n'importe quel article, le concept Salaka, en cas de problème, rapprochez-vous du magasin Milan Tapi. Ne donnez jamais nos appareils, ne donnez jamais ce que vous avez acheté au concept Salaka à un technicien au quartier. Revenez avec cet article-là. Ça peut être un problème d'utilisation, ça peut être un problème de fabrication, mais je rassure à tous les téléspectateurs que tout ce qui est vendu par le concept Salaka sont des articles de qualité supérieure. Raison pour laquelle je prends toujours l'engagement de mettre le client au centre des activités du concept Salaka. Alors à l'instant, parlons de la poêle Red Copper. Vous l'avez encore et encore jusqu'à demain, samedi, à 13 000 francs, votre poêle Red Copper. Le prix de la promotion est de 14 000. Le prix de la double réduction est de 13 000. Et je rappelle que cette double réduction est valable pour tous les articles du magasin 1001 Tapis. Vous les connaissez déjà. Vous connaissez tous ces articles-là. Et parmi ces articles, vous avez la poêle Red Copper. Cette poêle de qualité supérieure à 13 000. À côté, bien sûr, de la poêle, on a la paire de gants qui coûte normalement 5 000 en promotion. Mais vous l'avez encore jusqu'à demain samedi à 4 000 francs. Et ceux qui ont besoin de la poêle et de la paire de gants, vous débourserez la somme de 16 000 francs au lieu de 16
500 francs. Alors, chers téléspectateurs, également n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore de l'argent, ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin Milan Tapis, je vous permets d'appeler et de faire la réservation de votre produit et venir récupérer ce produit jusqu'à la fin du mois de septembre, uniquement pour ceux qui vont appeler dès à présent et demain. Merci beaucoup et bon week-end à tous les clients et à toute l'équipe de l'émission 10-12 le Zénith. Merci Consti. Voilà, Karine, on va lire quelques messages, je vous en prie. Les militaires sont devenus des bourreaux. Ici à Ndjombe, ils ont tapé un jeune artiste de la localité et plusieurs autres jeunes à cause de leur coiffure. J'aimerais savoir si la coiffure est un délit au Cameroun. Ce soldat mérite d'être radié du corps armé. Stéphane Azinchem qui nous écrit ce matin. Oui. Je vis en France et je ne suis pas d'accord. La correction à l'école n'a jamais tué un enfant. Nous sommes tous passés par là et nous sommes aujourd'hui des adultes respectueux des valeurs. Moi, je fouette mes enfants pour les corriger. L'aîné a 21 ans. D'accord. Voilà. Merci d'avoir suivi le conseil d'un bon. J'ai fait autant. Un autre message. Rapidement. Herman de Logbaba. Nous sommes en Afrique. L'homme en tenue à tort. Il faut que tous les parents d'élèves de cette classe se soulèvent contre ce militaire pour redonner confiance à cette maîtresse de mieux s'occuper des autres. D'accord, merci à tout le monde. Belle semaine avec vous, madame, messieurs. Restez sur Equinox Télévision. Passez un très très bon week-end avec nos rendez-vous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je suis tout